Alors, bienvenue à ce forum stratégique organisé par BCF Avocats, où nous avons le privilège aujourd'hui de vous présenter le nouveau baromètre de l'économie québécoise, Prospera. Je m'appelle Jérémy Guillot, je fais partie de l'agence TACT, je serai votre maître de cérémonie aujourd'hui. On va être ensemble jusqu'à environ 9 heures, on va essayer de ne pas déborder, on sait que vous avez des agendas bien chargés. Pour les membres des médias, il y aura un moment après pour prendre les questions. Mais sans plus tarder, je vous présente les 4 panélistes, les 4 économistes qui viendront nous parler de la démarche derrière la création de ce nouveau baromètre. Monsieur Pierre Fortin, qui n'a sans doute pas besoin de présentation, professeur émérite de sciences économiques à l'UQAM. Monsieur Fortin est très présent dans l'espace public depuis de nombreuses années. Monsieur François Delorme enseigne au département de sciences économiques de l'Université de Sherbrooke. Lui aussi est fréquemment présent dans les médias, en plus d'avoir publié 3 ouvrages avec Gérald Filion, journaliste à Radio-Canada. C'est Monsieur Delorme qui a d'ailleurs élaboré la méthodologie du baromètre que nous présentons aujourd'hui. Monsieur Jean-Pierre Aubry, économiste de formation. Monsieur Aubry a travaillé pendant plus de 30 ans à la Banque du Canada. Et finalement, Monsieur David Dupuis, qui est responsable du département d'économie du baccalauréat de l'Université de Sherbrooke. Monsieur Dupuis a travaillé au ministère des Finances du Canada en plus de 10 ans à la Banque du Canada. Mais tout d'abord, je vous présente Julie Doré, qui nous accueille aujourd'hui. Elle sera également l'animatrice du panel principal tout à l'heure. Maître Doré s'est jointe à BCF il y a plus de 20 ans. Elle est aujourd'hui associée, avocate et membre du comité exécutif chez BCF Avocats. Sans plus tarder, je lui cède la parole. Merci, Jérémy. Bonjour, bon matin à tous. Merci pour votre présence ce matin. Alors, au nom de mes associés, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au dévoilement de Prospera, le baromètre économique du Québec. BCF est fier de s'associer à Quadra Conseil pour le lancement de Prospera, un outil économique novateur qui permet une analyse en profondeur de l'économie québécoise. Depuis nos débuts, notre implication auprès des entreprises du Québec et de partout dans le monde est au cœur de notre mission. Nous visons à favoriser leur croissance et leur succès. Notre esprit entrepreneurial nous différencie des autres cabinets d'avocats, de même que notre engagement en faveur de l'essor de l'économie québécoise. Notre participation à la création de Prospera est une preuve supplémentaire de notre engagement à soutenir et à promouvoir le dynamisme économique au Québec. C'est donc en tant que partenaire privilégié de plusieurs chefs d'entreprise, d'entrepreneurs et d'acteurs importants de l'économie québécoise que nous vous présentons avec fierté Prospera. Je cède maintenant la parole à notre grand partenaire, l'initiateur du projet Prospera, M. Alain Robichaud, président fondateur de Quadra Conseil. Alain? Donc, bonjour à tous. Donc, il me fait grand plaisir d'être avec vous ce matin. Merci beaucoup d'être venu en si grand nombre. Donc, en guise d'introduction, j'ai quelques éléments que j'aimerais vous partager. Donc, le point de départ de ce projet, ça a été d'un questionnement que j'avais personnellement, parce que j'entendais souvent des commentaires de toutes sortes sur l'économie du Québec, mais jamais trop de commentaires clairs sur l'état de l'économie du Québec. Donc, la question pour moi, c'était est-ce que l'économie du Québec est une économie en santé, vigoureuse, ou une économie qui a certaines difficultés? Alors, c'est de là que j'ai débuté une collaboration avec François Delorme, qu'on a commencé à étudier la question. Et pendant la première édition, on a fait beaucoup de validations avec plusieurs économistes sur la méthodologie, et on a validé l'ensemble des variables que nous avons sélectionnées. Donc, la pertinence, j'avais un questionnement, mais comme j'interviens depuis 20 ans dans les organisations et qu'en particulier depuis 10 ans auprès de la haute direction des entreprises du Québec, donc dans les grandes entreprises du Québec, donc il m'était évident qu'avoir une vue de l'état de l'économie du Québec dans la perspective que je vais vous présenter était très pertinent pour tout le monde, pour les gens d'affaires, la communauté d'affaires, mais aussi pour les acteurs économiques publics et parapublics. Quelles sont les bases, les paramètres de ce baromètre? Premier des éléments très importants pour répondre à la question de l'état de l'économie du Québec, il faut absolument se donner une perspective. Donc, il y a une perspective historique, il y a une perspective de 40 ans. L'état, actuellement, le baromètre débute de 80 jusqu'à 2021. Donc, on a 41 ans d'histoire, de perspective, en fait. Pour être capable de tirer les éléments fondamentaux de l'économie, il faut avoir de la perspective. Donc,
c'est un indice, je dirais, le baromètre, c'est un indice structurel et non conjoncturel. On parle beaucoup du PIB, des taux d'inflation à court terme et de ces différentes questions, mais vous allez voir tout à l'heure avec les économistes, la présentation, c'est qu'on veut refléter l'état de l'économie dans ses fondamentaux. Et donc, dans ces fondamentaux, ça a été la question de fond au départ avec François, puis bien d'autres économistes qui collaborent avec nous, c'est quelles sont les variables. Donc, vous allez voir, il y a 28 variables, il y a 5 blocs, 5 familles, 5 blocs, puis il y a une description dans chacune de ces familles-là, il y a plusieurs variables aussi. Donc, il y a 28 variables qui reflètent l'état, les fondamentaux d'une économie. Vous allez voir aussi qu'on fait l'état de l'économie du Québec en comparaison aux autres. Donc, c'est très difficile de réfléchir l'économie dans l'absolu. On se met toujours en comparaison avec tout. Donc, l'état de l'économie du Québec est en comparaison avec l'Ontario et le Canada. L'ambition des partenaires qui sont Quadrate, BCF et François Delorme, qui est avec nous depuis le début, c'est de pouvoir créer un rendez-vous d'affaires à chaque année. Donc, récurrent, on aimerait vous le représenter à chaque année. Et à chaque année, on fera un accent particulier sur certains plans. Aujourd'hui, la présentation fait un effort particulier sur les forces, la vitalité de l'économie québécoise et pourquoi cette vitalité, d'où elle vient. Et donc, chacun des économistes vont présenter ces éléments-là. Ce qui n'empêche pas que les économistes peuvent répondre à toutes sortes de questions autres aussi. Certainement, il va venir une question, mais quelles sont les faiblesses? Mais cette année, l'accent est mis sur les forces, la vitalité. Mais aussi, comme le défi numéro 1 de beaucoup d'économies, et celle du Québec aussi, c'est toute la question de la transition énergétique. Donc, il y a un accent qui est mis aujourd'hui aussi sur la question de la transition énergétique. Donc, notre ambition, c'est de créer ce rendez-vous-là chaque année et avec des accents puis des analyses plus en profondeur sur certains axes d'une année à l'autre. Nous, le partenariat BCF, Quadrate et François Delorme, notre rôle, c'est de produire et de le présenter, de le représenter de façon le plus claire possible et de le communiquer. Mais une fois, si les acteurs s'emparent de la question, il y a des discussions dans le public, on peut répondre à certaines questions, mais on ne veut pas s'immiscer dans les conversations qui pourraient être de divers ordres dans la communauté d'affaires. Donc voilà, donc en espérant que tout ça va vous plaire beaucoup, puis que ça va vous apporter un éclairage différent. Au plaisir. Alors, on ne fera pas le tour des 28 variables ensemble ce matin. On va passer à M. Fortin, qui va nous faire un bref historique de la situation. Merci, bonjour à tous et toutes. Je suis très honoré de l'invitation de M. Robichaud et François Delorme de vous faire une introduction assez brève à l'histoire économique du Québec, à donner quelques perspectives pour l'avenir. On va faire ça en 8 minutes. La productivité québécoise, c'est ça. Je veux dire, on n'a pas besoin de s'étendre très, très longtemps pour se comprendre. OK. Alors, pour mettre la table, permettez-moi de résumer d'où vient l'économie du Québec depuis 60 ans et de faire ressortir certains enjeux importants pour l'avenir. Notre objectif primordial ici est de promouvoir au max le bien-être de nos concitoyens. Cela exige de favoriser non seulement la croissance du revenu par habitant, mais aussi des choses comme l'espérance de vie en santé, la confiance mutuelle les uns dans les autres, la liberté de choix, la générosité, l'absence de corruption, le bonheur, quoi. Je vais cependant me concentrer sur le premier de ces éléments, c'est-à-dire le revenu par habitant, parce qu'à lui seul, il explique déjà plus de 75 % de l'indice du bonheur calculé par les Nations unies, où le Québec est au 8e rang mondial sur 135 pays. Les résultats que je vais présenter sont évidemment en harmonie avec le rapport beaucoup plus détaillé que François Delorme va vous résumer tout à l'heure. L'image que vous avez sous les yeux compare l'évolution du niveau de vie moyen des Québécois
c'est-à-dire le revenu réel par habitant, avec l'Ontario depuis le début des années 60. Le revenu réel par habitant, ben, on divise le PIB d'une province par le prix moyen des achats de ses résidents et par la population totale. Le graphique illustre la trajectoire du rapport entre le niveau moyen de vie des Québécois et celui des Ontariens de 1961 à 2022. Comme le prescrit la norme du Fonds monétaire international, je prends soin d'exprimer chaque année le PIB des deux provinces en dollars à pouvoir d'achat identique. En 2022, par exemple, il est estimé que ce qui coûtait 1 000 $ en Ontario coûtait en moyenne 915 $ au Québec. Le graphique permet donc de constater qu'à partir de 80 % du niveau de vie ontarien en 1961, le niveau de vie québécois a fini par le rattraper en 2022. La progression du niveau de vie du Québec a été lente et chaotique, comme vous pouvez vous en rendre compte, jusqu'à la fin de la décennie 1980. L'effet expansionniste des méga-projets hydroélectriques ressort, mais il fut passager. À partir de 1990, toutefois, le rattrapage du Québec a été rapide et persistant. Le graphique souligne 5 facteurs qui ont été déterminants. Vous voyez, j'ai mis la liste de 1 à 5 des facteurs principaux. Premièrement, la réforme de l'éducation des années 1960 et son aboutissement 20 ans plus tard. Important, l'éducation, il faut être patient. C'est pas quand on fait des changements, ce n'est pas des résultats dont on va voir l'impact dans les 2 années qui précèdent la prochaine élection. Deuxièmement, l'établissement d'une paix. Donc, c'est à partir de 90, la révolution éducative, on a vu lancer le Québec vers le haut. Deuxièmement, l'établissement d'une paix sociale durable après les durs conflits sociaux qui ont éprouvé le Québec de 1970 à 1985. Troisièmement, l'internationalisation de l'économie du Québec avec une nouvelle génération d'entrepreneurs scolarisés. Donc, il y a une explosion d'entrepreneuriat qui a été faite entre les talents de nos gens et l'éducation qu'ils ont reçue. Évidemment, avec les mesures anti-protectionnistes de l'Organisation mondiale du commerce et l'accord de libre-échange canado-américain. Quatrièmement, une politique familiale audacieuse en matière de congés parentaux et de services de garde qui a porté notre taux d'activité féminin au sommet mondial. On est à peu près à égalité avec les Suédoises et on devance les Suissesses maintenant, mais on est vraiment au sommet mondial en taux d'activité féminin au Québec à cause de ces politiques familiales-là. Et maintenant, évidemment, comme vous le savez, le reste du Canada et le reste de l'Amérique du Nord voudraient bien nous imiter. Cinquièmement, on a connu une réduction majeure du poids du service de la dette des gouvernements à partir de 1996, à la fois au fédéral et au provincial. Principalement, c'est à cause de la baisse mondiale des taux d'intérêt, mais aussi c'est dû aux efforts des 2 niveaux de gouvernement. Donc, le verdict final est clair. La bonne performance récente de l'économie du Québec, ce n'est pas un miracle soudain, ce n'est pas conjoncturel, mais c'est l'aboutissement d'une tendance déjà bien visible depuis 1980 que le rapport de François tout à l'heure va justement mettre en relief. Comment la croissance plus rapide du revenu par habitant du Québec s'est-elle exprimée? Eh bien, on peut s'enrichir de 3 manières. Ou bien on vend plus cher à l'étranger, à l'exportation notamment, à l'extérieur, dans les autres provinces et à l'étranger. Ou bien on met un plus grand nombre de notre monde au travail, donc hausse du taux d'emploi. Ou bien on fait en sorte que chacun produise plus par heure à l'ouvrage. C'est la hausse de la productivité. Donc, on vend plus,
On vend plus cher à l'extérieur, on hausse le taux d'emploi ou on est plus productif. Ce sont les deux premiers facteurs qui ont fait croître l'économie du Québec plus vite que celle de l'Ontario. On constate sur l'image que vous voyez là, du taux d'emploi, que le taux d'emploi des 15 à 64 ans du Québec, donc les principaux âges actifs, retardait de 7 points sur celui de l'Ontario au départ il y a 25 ans, mais qu'en 2022, il dépassait le taux d'emploi de l'Ontario de 2 points de pourcentage, 2,5 points. Ce qu'on a surtout vu, c'est une hausse du taux de participation des femmes au marché du travail en raison de la politique familiale que je viens de mentionner et aussi du progrès rapide de leur scolarisation. Mais en même temps, le taux de chômage des hommes et des femmes du Québec est tombé au plancher de 4 %. Le taux de chômage du Québec a été inférieur à celui de l'Ontario depuis 15 ans, sauf pendant la période d'austérité budgétaire de 2013 à 2016. Pendant ce temps, toutefois, le troisième facteur, la productivité, c'est-à-dire la production par heure travaillée, comme vous voyez sur l'image, est resté au neutre au Québec, tout comme en Ontario. L'image montre que depuis 25 ans, les productivités horaires, dans production par heure travaillée, des deux provinces se sont suivies comme deux chiens de poche. Elles partagent le même problème de croissance. Il y a un problème de productivité au Québec, mais ce n'est pas un problème québécois, c'est un problème canadien. En Ontario comme au Québec, la productivité avance plus lentement qu'autrefois et plus lentement qu'aux États-Unis. J'achève. Je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir, mais on peut observer que le taux d'emploi du Québec, c'est un peu comme le lapin rose d'Energizer. On croit que ces batteries vont finir par lâcher, mais la hausse se poursuit néanmoins tambour battant. Porter la qualité des services de garde partout à la norme CPE en qualité, pousser sur la scolarisation et surtout les jeunes garçons qui sont très en arrière des jeunes filles, accorder une plus grande flexibilité d'horaire au travail aux jeunes familles et permettre aux gens âgés de travailler plus longtemps s'ils le désirent. Ça fait tous partie des efforts qu'il faut faire. Quant à accélérer la productivité, c'est une absolue nécessité si on veut des salaires plus payants. Mais comme c'est un sujet particulièrement difficile, je vais laisser mes confrères se défendre avec eux. Avec elles. Merci, M. Fortin. Merci, M. Fortin. On va passer maintenant avec M. Delorme. Alors, merci Pierre. Ça met vraiment très bien la table, le contexte sur lequel s'appuie et s'assoit l'indice Prospera qu'on a développé. Alors, je vais essayer d'y aller vraiment rapidement. Pierre a pris 8 minutes, je vais en prendre 6. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment quels sont les messages qu'il faut retenir d'un exercice comme on l'a fait. Et donc, je l'ai fait d'une façon en partant du général au particulier. Et vous allez voir que les grands messages que l'analyse statistique que l'on a fait révèle, eh bien, ils sont validés par ce que Pierre vient de nous donner, d'une façon plus discursive. Alors, premier résultat général, donc on va partir du général au particulier. Bien, on l'a mentionné tout à l'heure, mais le Québec a mieux fait que l'Ontario et le Canada. Et quand on prend l'indice, on voit qu'on a normalisé tout. Tout le monde part au même moment en 1980 avec un indice de 100. Et là, on voit comment est-ce que les différentes juridictions se sont développées. Bien, le Québec a mieux fait, est allé plus vite. Même, il est parti de moins loin. De plus loin, pardon, le départ était plus loin, mais il est allé plus vite. Okay? Donc, le rattrapage avec l'Ontario et le Canada se fait à un rythme qui est accéléré. On peut penser, par exemple, que l'écart
de revenus avec l'Ontario, qui est un des objectifs du gouvernement, va se faire assez rapidement, ou en tout cas, il va continuer, cet écart-là va continuer à diminuer si on se fie à ce que l'indice et les tendances de l'indice nous donnent. Donc, le Québec est parti de 100 jusqu'à 132, augmentation de 32 %. L'Ontario est parti de 100 à 125,3, augmentation de 25,3 % et l'ensemble du Canada est à 126,9. Ça, c'est le premier message. Donc, le rattrapage se fait rapidement. Deuxième, c'est on a pris nos 28 variables, Alain en a parlé, mais on les a, c'était un peu, 28, c'est fastidieux, on a décidé de le mettre en thème ou en famille. Donc, vous le voyez, j'ai mis des exemples dans les rectangles bleus. Par exemple, la croissance, qu'est-ce qu'on a dans notre famille croissance? On a le PIB par population, per capita, Pierre en a parlé. On a le commerce international, Pierre aussi en a parlé, les effets du libre-échange. Donc, on a les exportations là-dedans qui ont été très dynamiques et le capital de risque. Ça forme la famille croissance. L'investissement qui a été le champion quand on voit le Québec et l'Ontario, et le Canada, on voit que la locomotive principale a été l'investissement depuis 1980. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a le stock de capital, donc nos infrastructures. On a construit beaucoup d'infrastructures. L'investissement dans l'éthique, qui a été un driver important, et les dépenses en R&D. En deuxième position, on a la croissance à 22,3 %. Et dont les variables le composent. Ça, c'est une partie des variables que j'ai mises là. Et le troisième, c'est les dimensions environnementales, surtout dans les dernières années. Donc, les émissions de GES par habitant, le pourcentage d'énergie propre et l'efficacité énergétique. Et c'est un message important parce que ça veut dire que c'est là-dessus qu'il faut capitaliser pour accélérer la transition énergétique et en même temps augmenter l'indice de prospérité. Donc, on voit que le Québec, vraiment là-dessus, s'en tire mieux en termes de famille. Donc, l'investissement, la croissance et la partie environnementale qui est extrêmement importante aujourd'hui, qui est en fait inévitable. Donc, j'ai mis ça comme ça. Ensuite, si on veut partir de l'indice, on va aller dans les familles, mais quelles sont les variables spécifiques qui nous permettent d'expliquer la croissance de l'indice ou la meilleure performance de l'indice par rapport à l'Ontario? Donc ici, je vais me concentrer sur le Québec, mais on voit que la première variable qui est la plus importante, c'est la croissance. Okay? C'est le PIB per capita qui contribue à 20,3 % ou disons, on arrondit à 20 % de l'augmentation de l'indice. Donc, c'est la variable la plus importante, ou ça a été la variable la plus importante depuis 1980, et ça risque de le rester. Donc, ici, c'est comme si on identifie les clous, puis on va pouvoir marteler ces clous-là dans le futur. Le taux de diplomation postsecondaire, Pierre en a parlé, l'éducation. C'est aussi, nous, on veut isoler les vecteurs de transformation de long terme. L'éducation, ça a toujours été une priorité. C'est un facteur de développement économique à long terme qui est extrêmement important. J'enseigne des cours de macro, j'enseigne des cours de micro, j'enseigne des cours sur les inégalités. À chaque fois, ce qu'on montre à nos étudiants, une des variables qui sort tout le temps, c'est qu'il faut capitaliser sur l'éducation, que ce soit au niveau de la réduction des inégalités ou un facteur de croissance. L'autre élément à 15 % ou 14,5 %, c'est le stock de capital per capita. Donc, on a nos trois champions ici, la croissance, l'éducation et nos infrastructures qui expliquent la meilleure performance du Québec par rapport à l'Ontario. OK. Donc, ce qui est intéressant quand on regarde ça, c'est qu'il semble que la croissance est un élément commun. Il a été, ici, on a notre podium, mais on voit bien que la croissance est un élément qui n'est pas spécifique au Québec. C'est vrai pour l'Ontario, c'est vrai pour le Canada, puis ça peut être vrai aussi pour d'autres juridictions, dont les pays du G7. Donc, c'est important de garder ça en tête, que la croissance, non seulement nous permet d'augmenter notre PIB à chaque année, mais aussi est une tendance importante, contribue à une tendance lourde de prospérité. Il y a une différence entre l'activité économique et la prospérité. L'activité économique, c'est comme Pierre l'a dit, il y a l'inflation, le chômage, le taux de change, c'est du bruit qu'on voit tous les jours et qui change. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est d'identifier les locomotives qui vont nous amener à destination tranquillement.
L'autre élément qui est commun aussi, c'est l'éducation. Donc, on voit qu'il y a des variables qui sont communes à toutes les juridictions, qui ne sont pas spécifiques au Québec, mais où le Québec a fait mieux que les autres juridictions depuis 40 ans. Alors ici, j'ai mis une petite décomposition, je vais finir là-dessus, mais si on prend, j'avais 3 variables sur mon podium, le PIB per capita, ce qu'on voit, c'est, ce qui est important de réaliser ici, c'est que les cercles sont identifiés partout où le Québec a été mieux que les autres, que le Canada ou l'Ontario. Donc, on voit que la taux de croissance du Québec pour le PIB per capita a été plus élevé et on voit une accélération. Là, on voit ici, j'ai divisé toute la période en décennies et on voit que le PIB per capita s'accélère. Non seulement le Québec est plus élevé en termes de taux de croissance, même s'il part de plus loin, mais on voit que ce rattrapage-là, il s'accélère au niveau de la croissance. Encore ici, le taux de diplomation, là, ici, on est supérieur à l'Ontario et au Québec, mais on a tendance aussi à s'améliorer plus vite que le Québec et l'Ontario. Partout où il y a des cercles rouges, c'est où le Québec est supérieur. Et le dernier, c'est le stock de capital. Alors, encore là, on est parti d'un peu plus loin, mais on voit que la performance du Québec pour les infrastructures est supérieure à celle des 2 autres juridictions. Donc, je termine par quoi? Par des grandes leçons à tirer de ça. L'indice sert d'établir une discussion sur qu'est-ce qui est important, pas demain, pas la semaine prochaine, mais dans 3 ans, 5 ans, 10 ans. Donc, on voit qu'on est capable d'identifier des tendances lourdes, on est capable d'identifier que le Québec comble son écart en termes de prospérité avec l'Ontario et que cet écart-là se comble d'une façon plus rapide. Donc, on a vu que la performance de l'indice était 132 par rapport aux autres juridictions, plus élevée que le Québec et l'Ontario. Et on a pu asseoir ce dynamisme-là sur 3 variables principales, le PIB par habitant, le taux de diplomation, l'éducation postsecondaire et le stock de capital. Alors, merci beaucoup. Merci, M. Delorme. On va passer à M. Aubry. Bonjour à tous. J'ai quelques minutes pour vous dire pourquoi je supporte cette initiative-là, ce système d'information-là. Je n'irai pas dans les détails, je vais faire l'inverse, je vais monter plus haut sur des aspects très généraux de la chose. D'abord, j'aime beaucoup l'idée de maximiser le bien-être collectif par opposition à maximiser le PIB. Pierre a parlé de bonheur, mais c'est des composantes importantes de la vie des citoyens, d'être sûr qu'ils ont du bien-être. Et il faut que nos décisions, notamment par les gouvernements, nous poussent à accroître ce bien-être-là. L'autre chose que j'aime beaucoup, beaucoup dans cette initiative-là, c'est le fait de planifier à long terme. Pendant les 20 dernières années, j'ai regardé de proche beaucoup de choses, notamment les plans budgétaires, les budgets, etc. Et tellement souvent, je trouvais qu'on avait une approche beaucoup trop court terme. L'idée d'avoir un développement à long terme qui tient compte de l'environnement, de regarder plus large, un éventail plus large de variables, le bien-être, la santé, l'espérance de vie, c'est important de faire ça. Il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé dans les dernières années, par exemple. La pénurie de main-d'œuvre, on le savait il y a 40 ans que ça s'en venait. La question qu'on doit se poser, est-ce qu'on s'est préparé? Ou est-ce qu'on a mis la préparation toujours plus loin en avant, dans 2 ans. Finalement, on s'est retrouvé le nez dessus. Et dans beaucoup de domaines, on ne s'était pas préparé. Même, on avait pris des politiques qui réduisaient notre niveau de préparation. On a besoin aussi, quand on parle long terme, de mettre plus d'attention sur les facteurs de production. En macroéconomie, on parle beaucoup à court terme de la demande, la consommation, l'investissement, les exportations, les importations, beaucoup de détails. Mais quand on s'en va sur le long terme, 15, 20, 30 ans et plus, il faut mettre de l'importance. Est-ce qu'on va avoir des facteurs de production qui vont permettre d'accroître le bien-être?
Et ce que j'ai vu, c'est qu'on a souvent pas assez passé de temps là-dessus. C'est important d'avoir du monde, c'est important d'avoir des bras. On a beau faire des plans, si tu n'as pas de bras pour produire, tu as un problème. Si les gens ne sont pas bien formés, tu as un problème. Si tu investis, ça peut être bon, mais il faut absolument que derrière l'investissement, il y ait des rendements. Et il faut tout organiser ça de façon efficace. Il y a un point qu'on n'a pas mentionné, que je trouve extrêmement important aussi, c'est la diversification de l'économie. Une des grandes différences avec l'Ontario, c'est que le Québec, c'est plus diversifié. Ça fait que dans certaines crises, récessions, on a été moins affectés. Et il faut viser dans le futur pour un bon niveau de diversification, sans se perdre dans milliers de détails. Mais la diversification est importante, notamment aussi parce que le bien-être implique une grande diversification d'input. Ça fait qu'il ne faut pas avoir peur de la diversification. En somme, on a un système qui est très bon, qu'il faut y donner sa chance, mais de penser à long terme, de viser plus loin, de planifier et gérer sur un horizon plus long, c'est important. Merci. Merci, M. Aubry. Et pour terminer, M. David Dupuis. Bon matin tout le monde. Donc, on donne un micro à un universitaire. Ça pourrait partir pour 3 heures. On a dit 3 minutes. Ça va être le texte ce matin. On ne s'éparpillera pas. Donc, on nous pose une question. Qu'est-ce qui favorise la vitalité économique du Québec? Moi, je vais répondre d'abord à cette question-là. On la mesure. L'exercice qui est mené ici par François puis son équipe, à mon sens, c'est un exercice qui est fondamental. Vous savez comme moi, dans les écoles de gestion, on martèle l'idée selon laquelle les gestionnaires ont du pouvoir sur ce qu'ils mesurent. Donc, il est impératif de comprendre quelles sont les sources de la vitalité d'une économie comme celle du Québec si on veut se donner les pouvoirs d'agir. Dans un deuxième temps, j'ajouterais qu'on ne se contentera pas des acquis avec ce nouvel outil-là. Mesurer des performances économiques sur la stricte base du PIB, ça serait une erreur. Donc, une erreur que le baromètre, évidemment, avec 28 variables, cherche à éviter. Donc, le baromètre va innover de ce côté-là sur les façons de mesurer notre vitalité, puis c'est très bien. Par exemple, l'outil va inclure des indicateurs liés à la qualité de nos écosystèmes, de notre performance en matière d'efficacité énergétique. C'est très novateur, puis c'est crucial pour le développement d'une économie durable. Un secteur, évidemment, où le Québec fait relativement bien, on se démarque par rapport à nos voisins, mais où il y a des gains qui sont non seulement possibles, mais évidemment très souhaitables. Le baromètre est intéressant aussi en ce sens-là parce que pour convaincre nos compatriotes, par exemple, de mettre les bouchées doubles du côté de la transition énergétique, il faut être capable de mesurer l'impact de nos efforts sur le bien-être courant, mais aussi sur le bien-être futur, ce que le baromètre va nous permettre d'accomplir dans le temps. Donc, mes collègues l'ont souligné avant moi, l'économie du Québec est aujourd'hui vigoureuse parce que les Québécoises et les Québécois sont scolarisés, qui s'impliquent activement sur le marché du travail et qu'ils investissent dans leurs infrastructures publiques et privées. Pierre nous a dit qu'il demeurait un mystère, hein, le fameux mystère de la productivité. Le Québec est à la traîne vis-à-vis ses principaux partenaires commerciaux. On a vu, c'est un problème canadien, mais ce n'est pas parce que la productivité en tant que telle est un mystère qu'elle n'est pas importante. La recette, elle est connue. Et le baromètre va nous offrir avec le temps des signaux clairs à ce sujet. Il nous en offre déjà. Il faut investir dans notre jeunesse, dans nos compétences, dans nos savoirs, dans notre outillage, dans notre technologie. Des domaines où nous avons progressé au cours des 40 dernières années, mais où il reste encore, évidemment, beaucoup à faire. Merci beaucoup.
Merci, M. Dupuis. Merci à nos économistes aujourd'hui pour cette présentation. Vous pouvez reprendre place dans la salle. Maintenant, on va se tourner pour la réaction de nos invités spéciaux que j'invite à monter sur scène au fur et à mesure que je vous présente. Tout d'abord, on a le privilège d'avoir aujourd'hui parmi nous M. Pierre Fitzgibbon. M. Fitzgibbon est ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Il est aussi ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal. Nous sommes ravis d'avoir aussi parmi nous Janie Béhic, une figure éminente du monde financier et de l'investissement responsable. Janie Béhic est présidente directrice générale du Fonds de solidarité FTQ, un acteur majeur dans le développement économique et social du Québec. Et enfin, c'est avec grand plaisir que nous accueillons Miville Tremblay, Senior Fellow à l'Institut CDAO et Fellow invité au Cyrano. Merci à vous tous. Pour animer la discussion, on retrouve à nouveau Maître Doré. La parole est à vous. Merci, Jérémy. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Parfait. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de participer à cette importante conversation ce matin. Plein de choses intéressantes qu'on a appris. Je suis évidemment là, honorée de pouvoir avoir cette discussion-là avec vous. Sans plus tarder, on va commencer avec la discussion. Monsieur le ministre, je commencerai avec vous, si vous me le permettez. Donc, nos économistes nous ont mentionné ce matin que le Québec est bien positionné par rapport à nos voisins. C'est une bonne nouvelle. Est-ce que vous partagez la même lecture quant à la situation du Québec? Oui, en grande partie. D'ailleurs, je remercie BCF, le groupe de PwC et TAC pour cette initiative. Je pense que ce qu'on mesure, on peut focaliser dessus. Alors, je pense que nous, on arrive souvent dans différents angles, mais je pense que la progression qu'on a vue sur la productivité, moi, je pars de l'écart que nous avions, puis je regarde où on est aujourd'hui par rapport à l'indice de 100. Et en 2014, on avait vu le creux, là, vraiment par rapport au Canada, on était à près de 25 de déficience et on a réduit cet écart-là depuis 2014 à près de 8 Alors, je pense que la direction est très bonne. Puis on l'a dit tantôt, là, M. Fortin l'a dit, je pense que ce que j'appelle l'économie du savoir, hein, toute la main-d'œuvre qualifiée, on a vu ça, un revirement là, dans 2015, on a vu les politiques de crédit d'impôt, entre autres, pour le numérique. On a vu un changement, on a vu un rehaussement du talent, rehaussement des compétences. Moi, je pense que l'éducation demeure le vecteur le plus important pour réduire l'écart de productivité. Alors, je pense qu'on a fait des très, très grands progrès. Productivité, on en parle aussi, je pense que il n'y a pas si longtemps, on voulait créer des emplois. Le gouvernement était interventionniste. Quand on créait des emplois, c'est rendu l'inverse. Chez Investissement Québec, quand on vient nous voir et on dit on va investir et on va réduire la main-d'œuvre pour plus de productivité, on est plus agressif en termes d'intervention. Ça, c'est un changement de paradigme important qui est causé par différentes raisons, entre autres la pénurie de main-d'œuvre. Je pense que ça va nous aider ultimement à réduire notre fameux écart. Puis évidemment, on a aussi beaucoup de programmes. Les gouvernements ont des programmes, mais un des programmes, je pense, qui est le plus pertinent aujourd'hui pour cette discussion-là, c'est la fameuse SQRI. Le gouvernement précédent avait créé la SQRI, puis là, on l'a fait évoluer. On a des sommes importantes qui vont être investies là-dedans, justement pour s'assurer qu'on est capable de prendre l'innovation et d'en faire un réflexe pour les Québécois. Pas juste un réflexe pour les entreprises, mais au niveau social aussi. Je pense que l'innovation sociale est aussi importante que l'innovation économique. Je pense qu'on veut régler nos enjeux de société, bien, on va pouvoir, avec l'innovation, être plus performant, puis la performance va amener éventuellement l'écart, on espère, va se réduire à zéro avec le Canada, malgré le fait que M. Fortin nous rappelle à l'ordre disant que nous, on vise le Canada, mais le Canada est déficient déjà, mais quand même, on y est étape par étape. Là. Je pense qu'on est dans la bonne direction. Merci beaucoup. Madame Béhic, on le sait, le Fonds de solidarité de la FTQ est un acteur central de l'écosystème avec une vocation à la fois sociale et financière. Comment les résultats révélés par le baromètre peuvent-ils influencer les perceptions et les décisions d'investissement chez vous? Bien, premièrement, je pense que le baromètre nous explique sur quoi faire. Je pense que ce qui est important de mettre l'emphase dans les prochaines années, c'est comment on va faire ce qui a été fait dans les 40 dernières années pour faire en sorte que le Québec a amélioré sa productivité, sa prospérité relative. Je pense qu'il y a 3 éléments qu'on doit garder en tête qui ont déjà été parlés, mais le premier, c'est l'importance des valeurs. On voit que les décisions qui ont été prises n'étaient pas nécessairement uniquement teintées par
une augmentation de prospérité, mais était aussi teintée par des valeurs québécoises. Puis je pense que ça doit se refléter au niveau des entreprises. Je pense que les entreprises doivent prendre des décisions, ne peuvent pas juste poursuivre un rendement financier, doivent poursuivre, nous autres on appelle ça un rendement sociétal, ils doivent avoir un purpose, puis le suivre. Ce sont des citoyens comme toutes nous autres dans la salle. Deuxièmement, l'importance de décisions à long terme. On voit qu'on récolte aujourd'hui ce qu'on a semé pendant plusieurs années. Puis le troisième élément à garder en tête, c'est que le futur ne sera pas comme le passé. Je pense qu'on a vécu des bouleversements qui vont devoir être tenus en compte dans le comment on va faire pour croître. Il y a la guerre en Ukraine, évidemment, qui a changé la manière dont les entreprises doivent faire à l'international. Je pense que la mondialisation ne sera plus comme on l'a vécu, puis toute la question de l'environnement. Au niveau de l'environnement, on a vu la pandémie, on a vu qui aurait pensé que 9000 km² de feu en fin de semaine pourrait impacter New York. Fait que tout ça pour dire que tout ce qu'on fait, la croissance, il faut que la croissance soit faite en conséquence de la protection de l'environnement. Il faut qu'on ait en tête le développement durable. Chez nous, on veut avoir dans 5 ans 12 milliards d'actifs en développement durable. Comment on utilise nos ressources naturelles, comment on va consommer comme société. On ne peut plus consommer comme on consommait, mais la croissance est un peu liée à la consommation. Ça fait que comment on va consommer différemment. Les investissements, il y en a beaucoup de monde en ont parlé, l'importance d'investir en technologie, de faire la transition environnementale chez nous. Quand on regarde, il y a beaucoup de PME. Les grands donneurs d'ordre en ce moment sont en train vont avoir à divulguer leur empreinte, vont se retourner dans ce qu'on appelle le Scope 3, toute leur chaîne d'approvisionnement. Les entreprises souvent sous-estiment à quel point bientôt, si elles ne sont pas capables de s'adapter au niveau technologique pour la productivité, au niveau environnemental pour satisfaire les enjeux de divulgation, elles vont simplement être écartées des chaînes d'approvisionnement. Ça fait que oui, la croissance, oui, l'investissement, oui, la diversification au niveau de notre tissu économique, mais toute la question du entrepreneuriat est importante aussi pour ces entreprises-là. Il faut qu'elles passent à travers le temps. Ça fait que le baromètre est super intéressant. Les éléments sur lesquels on doit travailler sont clairs, mais c'est vraiment comment on va le faire. Puis je pense que comme investisseurs, puis tout le monde aussi dans la salle, on a tous un rôle à jouer sur comment on va le faire pour poursuivre ce rattrapage-là et ce dépassement, puis comme tu disais, de s'améliorer relativement parlant aussi. Là. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Tremblay, en tant que spécialiste de l'économie, comment le baromètre de l'économie québécoise peut-il être appelé à servir de référence ou d'outil d'analyse important pour les entreprises et les investisseurs dans leurs décisions stratégiques, à votre avis? D'abord, merci de l'invitation. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui, avec les éminents panélistes. Enfin, il est utile parce qu'il nous amène à élargir notre point de vue, à ne pas uniquement focaliser sur le PIB, qui est une vision assez réductrice de l'économie, une vision comptable, parce qu'un PIB, c'est une longue addition de tout ce qu'on produit durant une année dans l'économie. Et je ne dis pas ça pour taquiner le ministre qui est comptable, parce que les économistes ont abusé de la même addition. En se disant, si d'une année à l'autre, le solde en bas de l'addition est plus gros, on peut taxer une partie, puis on peut acheter des solutions aux différents problèmes. Et je pense que cette solution-là, enfin, cette approche n'est pas entièrement fausse, mais elle n'est plus suffisante. Les problèmes sont plus complexes, plus interpénétrés, et il faut réfléchir de manière plus créatrice en termes de solutions pour l'avenir. Et je pense que le baromètre nous amène dans cette direction. Merci, M. Tremblay. Monsieur le ministre, vous êtes maintenant responsable de la transition énergétique au Québec. Nos économistes nous en ont parlé un petit peu tout à l'heure. De votre point de vue, comment cet enjeu est à l'avantage du Québec avec nos énergies renouvelables? Bien, clairement, je pense que l'avantage Québec par rapport à la transition énergétique il est reconnu. On a un enjeu présentement où le concept des surplus n'existe plus. Il n'existe plus pour différentes raisons. La raison principale, c'est que l'attraction du Québec est tellement grande que des projets qui nous arrivent de l'extérieur, c'est du nouveau. Là. Je donne toujours l'anecdote, mais ce n'est pas une anecdote, c'est des faits. De la période de 2000 à 2022, le nombre de projets de 50 mégawatts, c'est beaucoup 50, là, qu'on a eu au Québec,
En 23 ans, on a eu un. Canadian Malartic, ceux qui suivent un peu le domaine des mines. Aujourd'hui, on a 58. Bon, j'aimerais dire que c'est à cause de moi, là, mais c'est pas à cause de moi, c'est à cause du fait qu'on est attractif, on a un avantage compétitif et on l'a vu hier, on a Rio Tinto, une grosse annonce d'1,4 milliard, un autre qui s'en vient, un chiffre équivalent. De pouvoir utiliser nos énergies renouvelables, quand on regarde en Amérique du Nord, très peu en ont comme nous, de pouvoir aspirer à avoir des produits verts et un jour, il y aura des primes pour ces produits-là, ce qui n'est pas le cas présentement. Les gens veulent être verts, mais ils ne sont pas payés. Mais un jour, on n'aura pas le choix. Alors, je pense qu'on a une attraction extraordinaire. Il faut en profiter. On est dans une situation où on va faire des choix. Par contre, quand on regarde l'équilibre entre l'offre et la demande, bien, on sait maintenant, Hydro-Québec a été public sur ça, Mme Brochu, avant de quitter, elle a dit qu'il faut augmenter à 25 TWh l'efficience énergétique parce que nous ne sommes pas efficients, on n'aime pas le reconnaître, on n'aime pas en parler. Mais je pense qu'avec des experts externes, les Québécois vont réaliser que, oups, peut-être qu'il y a des sacrifices à faire, pas de sacrifices de vie, mais on peut mieux consommer, on peut consommer différemment. Et au niveau de l'offre, bien, malgré le fait que nous soyons dans une situation difficile en termes d'équilibre, on a quand même un potentiel énorme dans l'énergie renouvelable comme le solaire et l'éolien. On n'est pratiquement pas présent. Sur 40 000 mégawatts de production hydroélectrique, on a 4 000 éoliens. Quand on va dans les pays scandinaves, dans les pays nordiques, c'est quasiment 50-50. On a un potentiel. La question, c'est qu'il faut aller vite, mais pour aller vite de façon responsable. C'est l'équilibre qu'il faut avoir dans le travail que j'ai maintenant. Mais je pense qu'il va y avoir une conscientisation accrue de la part des gens, des Québécois, de dire gardons le momentum, parce que si on n'est pas agile, flexible et performant, l'avantage comparatif du Québec, on pourrait la perdre. Puis ça, je ne veux pas voir ça. Merci. Madame Béhic, le Fonds de solidarité joue un rôle crucial dans le soutien des entreprises québécoises et la création d'emplois de qualité. Dites-nous quels sont les grands défis auxquels les entreprises pourraient être confrontées dans les prochaines années, de votre perspective? Bien, je pense que c'est toute la question de l'humain. Comment est-ce qu'on s'occupe de l'humain? D'ailleurs, je trouve que ça serait intéressant que le baromètre, il y a une composante bien-être sur le capital humain, au-delà de l'endettement des ménages, puis de la quantité de gens qui travaillent, l'état de ces gens-là. Puis je pense que toute la question de sont-ils bien, ils ont-ils un emploi, puis ont-ils une perspective de futur? Sont-ils bien, toute la question de la santé mentale, toute la question de l'anxiété, le stress, comment... Puis je pense que les entreprises ont un rôle à jouer là-dedans. Il y a de la formation à faire, il y a de l'accompagnement à faire. Nous autres, on en fait pas mal. Au niveau de l'emploi, mais les transitions, on a parlé beaucoup de l'éducation au niveau du cégep, mais je pense que toute l'intelligence artificielle, la technologie, tout le virage environnemental qu'on doit faire fait en sorte que les gens vont devoir grandir dans leur emploi. Puis il faut que les entreprises, il faut qu'il y ait de la formation pour les travailleurs qui sont déjà sur le milieu du travail, puis qui est adapté. Ce n'est pas nécessairement évident de retourner sur les bancs d'école. Puis toute la question d'avoir une perspective de futur, puis l'endettement des ménages, on en parle, mais si tu penses que tu vas avoir une retraite pas décente, tu as un gros problème comme société. Au Québec, on crée les retraités les plus pauvres à travers le Canada. 36 % des retraités au Québec font appel au supplément de revenus garanti. Fait que je pense que comme entreprise, il y a de l'éducation à faire au niveau de comment, aussi basique que faire comment un budget et tout. Et puis, il y a toute la question des systèmes de rémunération pour inciter les gens à mettre de l'argent de côté pour s'assurer qu'ils vont avoir une retraite qui est décente. Fait que toute la question de l'humain qui est, dans le fond, un de nos actifs qui est les plus importants. Merci. Monsieur Tremblay, je vais faire un peu du pouce avec ma prochaine question sur la réponse de Mme Béhic. Le baromètre met de l'avant l'investissement, la formation de la main-d'œuvre, les questions environnementales. Est-ce qu'il y a pas là des éléments importants pour relever les défis actuels auxquels on fait face en 2023? Oui, vous avez raison. Les problèmes sont plus complexes, plus interreliés, plus imbriqués, et donc ça demande des solutions aussi qui sont plus complexes. Prenez juste, par exemple, ce problème des entreprises qui sont pas assez productives, qui cherchent des employés et qui tardent à se décarboniser. Bien, peut-être que les technologies peuvent aider à régler, peut-être pas entièrement, mais au moins apporter des solutions à ces trois problèmes-là en même temps. Mais ça suppose qu'on ait une vision intégrée des choses, puis qu'on essaie de trouver des solutions qui sont moins un corridor étroit. Et ça,
le ministre en parlait tantôt. Heureusement, je crois que Investissement Québec est dans cette direction-là pour essayer d'intégrer différents éléments de solution pour régler plusieurs problèmes en même temps. Merci beaucoup. On va passer à la question qui traite un peu plus d'Investissement Québec, Monsieur le ministre. Donc, on le sait, l'Investissement Québec a connu une transformation importante là, dans son rôle de pouvoir contribuer de manière encore plus significative. C'est un acteur clé dans notre système économique. Pouvez-vous nous dire dans quelle mesure les variables structurelles qu'on a mis en évidence dans le baromètre sont considérées ou seront considérées dans les stratégies d'investissement dans l'avenir? Oui, écoutez, je pense que je vais revenir sur un commentaire plutôt sur le PIB par habitant. Oui. Je pense que je suis d'accord que ce n'est pas le seul critère qu'on doit évaluer, mais c'est un critère qui donne une bonne indication quand même. Puis quand on décortique, moi, ce qui est important pour moi, c'est de trouver les déterminants qui vont faire changer les PIB par habitant. Puis quand on analyse ça, on décortique ça, on réalise très vite que la productivité, c'est en grande partie l'investissement en innovation des entreprises. Et la partie main-d'œuvre, c'est 20-25 seulement. Alors moi, je pense que quand on accepte ça, puis on revient dans les programmes qu'on met en place, la réforme d'Investissement Québec que nous avons fait en 2019, c'était exactement pour ça. Puis aujourd'hui, quand Investissement Québec regarde les interventions financières des entreprises, il y a 2 critères qu'on regarde principalement. La réduction de GES, parce qu'on est conscient qu'il faut faire ça, et l'augmentation de la productivité qu'on mesure, qui se mesure très facilement. Les économistes ont des matrices. Alors, c'est les 2 critères qu'on regarde. Et je pense que de plus en plus, on voit que les 2 critères sont présents dans la plupart des interventions. Alors, on a créé chez Investissement Québec le programme Productivité et Innovation, qui est un programme pour les PME. On fait évidemment les mêmes programmes pour les grandes entreprises. Hier, par exemple, Rio Tinto, je pense que ça va être incroyable sur la productivité qui va augmenter, la réduction de GES qu'ils vont faire en même temps. Donc, je pense que ça, c'est le numéro 1. Numéro 2, on a un programme qu'on a créé qui s'appelle Compétitivert. Les PME, souvent, n'ont pas pas les connaissances, mais ils n'ont pas l'accompagnement pour comprendre qu'est-ce qui peut être fait au niveau des réductions de GES, qu'est-ce qui peut être fait au niveau empreinte environnementale. Puis on a un programme qui les accompagne pour pouvoir faire ce chemin critique-là, pour voir l'accomplissement de ce qui peut être fait. Et là, on va intervenir financièrement pour les aider. Ça, je pense que ça va être très important. On fait aussi beaucoup de travail sur la main-d'œuvre. Je pense qu'un des problèmes qu'on a au Québec présentement, c'est qu'on a des postes vacants supérieurs aux chômeurs. Dans l'histoire, on ne voit pas ça souvent dans l'histoire d'un peuple. Et quand on regarde plus loin, sur les postes vacants, il y en a 80 qui ne requièrent pas de bac universitaire et plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut requalifier. Alors, Investissement Québec, Mme Zi est rendue chez nous maintenant. On regarde un programme d'accompagnement. Le ministère de l'Emploi, Mme Cateri et Jean Boulet, on travaille ensemble pour voir comment est-ce qu'on va aider les entreprises à requalifier, augmenter le niveau de compétence des gens pour pouvoir prendre ces postes-là. Alors moi, je pense qu'Investissement Québec, on s'est ajusté, puis je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit. Il faut que les programmes soient homogènes, puis il faut avoir dans la même direction. Puis j'ai des tunnels pour régler des choses. Ils n'iront pas, comme j'ai dit tantôt, création d'emplois, c'est même plus dans notre vocabulaire aujourd'hui. Je comprends. Madame Béhic, en tant que première femme nommée PDG du Fonds de solidarité, votre parcours est une véritable source d'inspiration pour de nombreuses personnes. Je fais partie de ces gens-là. Bravo. Je souhaite donc aborder avec vous une question qui nous tient à cœur. Quel impact l'émergence des femmes à des postes de haute responsabilité peut-elle avoir dans la dynamique de notre écosystème économique? Bien, premièrement, quand j'écoutais la présentation, je me suis dit, je suis probablement le produit de tout ce qui a été réfléchi dans les 40 dernières années. Fait que je remercie les gens qui ont ouvert le chemin, qui ont eu la vision de de prendre des positions sociales, faire en sorte que les femmes puissent intégrer et se développer, puis des hommes aussi. McKinsey a fait une étude qui démontrait que quand tu as plus que 3 femmes sur des comités de direction au niveau du retour sur équité, au niveau du BAI, au niveau du prix de l'action, qu'elles ont devancé les entreprises qui en avaient moins. C'est que je pense que ce qu'on a vécu, ce que les entreprises vivent avec les femmes au comité de direction, je pense que la société va bénéficier d'avoir une vision différente. Si je regarde le fond, dans les 2 dernières années, puis c'est probablement teinté par qui je suis comme personne, tout le virage qu'on fait sur le développement durable, tout l'accompagnement qu'on fait au niveau des entreprises. On parle beaucoup d'accompagnement, d'éducation sur la retraite, d'éducation financière, de l'accompagnement pour le virage qu'ils ont besoin de faire. Quand je vous parlais tantôt que les entreprises,
s'ils ne font pas certains gestes rapidement, non seulement pour la productivité, mais juste pour l'environnement, d'éjecter des chaînes d'approvisionnement, mais je pense que d'avoir une diversité d'opinions, de profils, puis de visions pour accomplir ce qu'on a à accomplir, je pense qu'on va juste gagner comme société à avoir plus de femmes dans des postes. Puis je vous dirais que l'autre chose que j'aimerais mentionner, c'est qu'on a eu souvent des débats sur l'importance des quotas, mettre des quotas en place ou pas. Et puis, au fond, il y a quelques années, on a mis un quota de 40 % de nos nominations sur les conseils d'administration des femmes. Ça a pris 3 ans, on l'a atteint. Puis, moi, je crois beaucoup, je sais que vous l'avez fait aussi au niveau des sociétés d'État. Je pense que si on veut avoir plus de femmes, plus de diversité, il faut les pousser, les encourager, puis mettre des quotas. Puis ça arrive. Merci, bravo. Monsieur Tremblay, messieurs Delorme et Fortin nous ont bien expliqué le taux de diplomation postsecondaire pour l'ensemble de la population a été un facteur très important, est un facteur important, mais a été un facteur important pour la prospérité au Québec. Dans un premier temps, j'aimerais que vous partagiez avec nous votre évaluation de l'importance de l'impact des investissements consentis en éducation sur le développement économique du Québec. Et dans un deuxième temps, croyez-vous que notre effort collectif est suffisant à ce chapitre? Je ne suis pas un spécialiste de l'éducation, si ce n'est que d'être retourné assez souvent pour user ma culotte sur les bancs d'école. Mais quand on regarde en arrière, le succès est évident. Je pense que la démonstration est éclatante. On a fait un rattrapage. Bon, maintenant, quand on est vers le devant de la parade, c'est plus difficile de continuer à progresser, à rester un chef de file. Je soumettrais juste 2 idées qui sont un peu à des endroits différents. Je pense que la première priorité, c'est clairement les jeunes garçons décrocheurs. On l'a dit, on a besoin beaucoup d'employés, des fois qui ont des qualifications assez sommaires, mais ça prend quand même un savoir-être, une façon d'être capable de se lever le matin pour aller travailler. Et le décrochage, je pense, va se régler avec beaucoup d'accompagnement, prendre les gens par la main. Et ça demande beaucoup d'argent. C'est pas quelque chose qui se fait à peu de frais. Mais je pense que c'est non seulement une obligation économique, mais c'est aussi une obligation sociale d'équité. La deuxième chose qui est assez différente, c'est d'instaurer une culture de formation continue. Dans le fond, quand on regarde les compétences d'une personne dans une vie, il y a l'expérience, le jugement qui vient avec les années et au fur et à mesure que les cheveux blanchissent ou s'éclaircissent, c'est mon cas. Mais, et ça, donc, c'est une courbe qui est ascendante, Dieu merci pour moi. Mais il y a une deuxième courbe qui, elle, qui est celle des connaissances utiles, pratiques, qui deviennent rapidement désuètes, et surtout quand vous avez une mauvaise mémoire comme la mienne. Et donc ça, cette courbe-là, on investit, puis on l'amortit rapidement, et donc il faut réinvestir. Et je pense qu'une des pistes à explorer davantage, c'est les micro-formations qui sont de plus en plus disponibles en ligne, qui sont relativement courtes. Les MOOC, là, les formations universitaires très courtes, très pointues. Et donc, là, il ne faut pas s'embarquer dans les formations universitaires structurées longues. Là. On parle vraiment de choses très concrètes et périodiquement mettre ses connaissances à jour, apprendre les nouveaux domaines. L'intelligence artificielle, je n'ai pas appris ça à l'université, ça n'existait pas. Donc, c'est comme adulte qu'il faut se former à ces questions. L'intelligence artificielle sera sans doute très présente dans le panel de l'année prochaine, quand on aura pu un peu mieux comprendre à quel point ça viendra bouleverser le monde du travail. Merci beaucoup. Monsieur Fitzgibbon, je vous laisserai le mot de la fin. Auriez-vous la gentillesse de partager avec nous votre vision pour des prochaines années quant à la performance économique du Québec? Bien, je pense que les missions d'État importantes pour notre gouvernement aujourd'hui sont, en premier lieu, l'éducation. Ce n'est pas économique, mais ça l'est, parce que je pense que la scolarisation
de nos jeunes va être le chemin de passage pour qu'on puisse performer et être un État qui va être comparable au plus performant au monde. La santé, il faut régler ça. La santé, c'est un enjeu de système parce qu'on est super bien choyé par nos thérapeutes, par nos chercheurs. On a de bons capitaines qui vont mettre ça à bon port. Et évidemment, l'économie et l'énergie et l'environnement, c'est clairement un créneau important pour la création de richesses collectives, pour la redistribuer dans les missions de l'État. En ce qui concerne le focus que moi j'ai, c'est carrément l'innovation. On en a parlé à plusieurs reprises. La fameuse SQRI Carré, qui est un programme très performant. Les zones d'innovation, si on peut parler des batteries un petit peu, les zones d'innovation, c'est super important parce qu'au Québec, on est 8,5 millions de personnes. Je regarde beaucoup ce qui se fait en Israël, Singapour, des pays qui sont plus petits, et je pense qu'on doit choisir des secteurs où le Québec peut aspirer à devenir un champion mondial. Puis on regarde aujourd'hui, on parle de l'IA avec M. Banjo et tout le reste, on parle de l'aéronautique, on parle des sciences de la vie, même on reprend beaucoup de momentum, les sciences de la vie, on avait perdu ça. Et les batteries, évidemment, le mot batterie n'était pas dans notre vocabulaire en 2018, 2019. Là, d'un coup, on réalise qu'on est capable peut-être, je pense qu'on va être capable de devenir un leader incontesté nord-américain sur comment on va prendre nos minéraux et les convertir. Une première fois qu'on peut prendre une chaîne de valeur intégrée au Québec, on n'a pas vu ça dans le passé. Quand on fait des diamants, on les vend sur la bourse de Belgique. De l'or, on fait d'autres choses. Alors là, on a une chance incroyable. Alors, je pense que les zones d'innovation nous permettent, comme gouvernement, de choisir des secteurs où on doit intervenir comme gouvernement pour créer un momentum avec l'institution du savoir qui sont nos universités, nos collèges, trouver des thématiques où on peut être performant, puis d'avoir des start-up, qui est un des problèmes qu'on a au Québec. Alors, pour moi, ça, c'est le numéro 1. Puis le numéro 2, c'est l'énergie, transition énergétique qu'on a parlé. Je pense que l'avantage Québec est incroyable. Cet avantage-là, il ne faut pas le perdre, puis il faut être très, très agile. On fait des consultations présentement. Moi, je pense qu'il faut réformer la loi sur Hydro-Québec. D'ailleurs, eux-mêmes le demandent. Il faut réformer la loi sur la régie de l'énergie. Ce sont des lois qui sont désuètes, qui ne sont pas contemporaines, qui ne permettent pas une flexibilité. Puis je pense que les gens qui sont à l'intérieur de ces boîtes-là le réalisent eux-mêmes. Donc, le gouvernement, c'est nous, notre raison d'être, c'est de rendre ces organes-là plus flexibles et plus performants. Puis je pense que si on réussit à intégrer l'innovation dans les réflexes de tous les Québécois, autant au niveau social qu'au niveau économique, si on réussit à avoir une transition énergétique qui va nous permettre de maintenir le momentum, je pense que la destination est intéressante. Merci beaucoup. C'est très inspirant de vous entendre tous les trois. Merci infiniment. On est déjà arrivé à la fin de notre présentation. Merci à tous les panélistes. Merci à nos experts économistes. Je pense que c'est une discussion qui a suscité beaucoup de réflexions stimulantes. Puis, comme Alain l'a mentionné tout à l'heure en introduction, on souhaite que ces discussions-là, ces réflexions-là se poursuivent ensuite dans vos entreprises, entre vous. Nous croyons que comme entrepreneurs, on a une responsabilité de faire vivre et de stimuler ces discussions-là. Juste avant de vous laisser aller, un merci tout particulier à Alain Robichaud pour cette belle idée. Alain, je ne te vois pas, tu es juste là. Merci beaucoup, Alain de Quadra. Merci, François Delorme, pour tout ce travail. Et merci à TACT, Jérémy Guillot et Pascal Maillot pour votre soutien inestimable. Merci à tous les gens qui ont rendu cet événement-là possible. Je vous souhaite une excellente fin de journée et j'espère vous revoir l'an prochain pour un rendez-vous qu'on souhaite maintenant annuel. Merci.